détour d'une rue et ça m'a donné une idée. Voilà, donc c'est de là que ça part en réalité. Et une fois que... Alors, je ne fonctionne pas d'abord avec les croquis. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Depuis 2 ans, Sandra Pignatiello est la styliste qui dessine et confectionne les tenues des finalistes lors de l'élection Miss Martinique. Alliant tradition et modernisme, Sandra est passionnée par la singularité du corps féminin qu'elle sublime dans des créations uniques, comme lors de sa dernière collection sous le thème de Ladies Marmalade en décembre 2018. Anticonformiste, elle est influencée dès son plus jeune âge par sa grand-mère et ses talents de couturière. Sandra dévoile aujourd'hui comment les matières non conventionnelles et les tissus l'inspirent pour créer ses propres collections. Après une expérience de 3 ans dans un atelier de robes de mariée en Italie, Sandra décide de créer Hibiscus Couture, un atelier boutique où elle dessine et crée des robes du soir et de mariée. Sa collaboration avec le comité Miss France Rhône-Alpes durant 7 ans lui permet de confectionner les tenues de certaines Miss France et de créer le costume régional de Miss Rhône-Alpes lors de l'élection Miss France. Pleine de passion, Sandra raconte comment elle trouve son inspiration pour ses collections et sa prédilection pour le corset. Bonjour Sandra et bienvenue dans Succès Made in Femme. Aujourd'hui, nous allons aborder avec toi la féminité à travers la mode et le process de création d'un designer. Mais avant tout, on va en apprendre un peu plus sur toi. Alors, je suis Sandra Pignatiello, martiniquaise. J'ai des enfants, femme et entrepreneuse, on va dire. Et j'ai des enfants. Je suis retournée en Martinique depuis peu, pouvoir m'installer et pouvoir pour essayer de faire profiter au plus grand nombre, on va dire, un petit peu de ce que j'ai appris lors de toutes ces années en métropole. D'où vient ta passion pour la mode? Alors, cette passion, je crois que je suis pas née avec, mais presque. J'ai été élevée avec une grand-mère qui était couturière. Et j'étais souvent assise à côté d'elle, à vouloir faire les ourlets, à vouloir l'aider, etc., etc. Elle me donnait des petits morceaux de tissu, elle me donnait des chutes. Et avec ces chutes-là, je faisais des robes pour mes poupées. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont commencé comme ça. Et quand j'ai eu 12 ans, je suis partie vivre en métropole. Et je suis arrivée en pleine saison de Fashion Week, il me semble. Et j'étais émerveillée par... Oui, à 12 ans. Donc, j'étais émerveillée par tout ce que je voyais à la télé. Et on s'en est suivi après les défilés de haute couture que j'ai adoré. Et là, j'ai dit à ma mère, voilà, c'est ce que je voulais faire. Mais je crois que je ne savais pas encore comment ce métier s'appelait. Et donc, on a fait des recherches avec ma mère. Et puis, donc là, on a découvert que c'était du stylisme et tout ce qui va autour, etc. Et depuis, je n'ai pas changé de cap. J'ai toujours fait, je suis restée dedans. Donc, c'est lorsque tu as vu ces premiers défilés de mode haute couture que ça a été pour toi. Voilà, c'était Pierre Balmain. Ah, c'était Pierre Balmain. Voilà. Ça a été pour toi le moment déterminé où tu as su que tu étais exactement designer. Exactement. Et à la suite de ça, quand j'ai intégré l'école de stylisme, on avait la possibilité d'aller assister au défilé. Et on n'avait pas beaucoup de place et moi j'attendais toujours le défilé de Pierre Balmain et je me rappelle comme si c'était hier la première fois que ma prof est venue me dire écoute Sandra, on pourra te faire plaisir et aller voir le défilé de Pierre Balmain. Je crois que j'en ai tremblé, j'en ai pleuré, je suis dans tous mes états. Donc voilà. Tu as parlé justement de Pierre Balmain. Donc tu évolues dans une industrie où il y a davantage d'hommes qui dessinent et habillent les femmes. Et est-ce que ça a modifié comment tu voulais, toi, habiller la femme? Non, absolument pas, parce que
On vit dans une société où finalement maintenant les hommes ont des métiers de femmes et vice versa d'ailleurs. Et je trouve que les hommes qui font des métiers qui à l'origine sont destinés aux femmes le font presque mieux que les femmes. Arrivent à presque, je trouve que sublime presque mieux une femme qu'une femme pourrait elle-même le faire. Parce que regardez, il y a beaucoup de grands couturiers quand même. Tout à fait. On a Gaultier, on a Balmain, on a Yves Saint Laurent, c'est quasiment que des hommes. Il y a très peu de femmes finalement quand on y réfléchit. On va dire très peu de femmes connues. Il y en a, mais moins connues que tous ces hommes. Donc non, finalement, je crois qu'on s'en inspire tous. Ils ont tous cette manière de sublimer la femme que peut-être que je sais pas, qui nous manque. Peut-être on le vit, on vit notre création différemment que celui d'un homme. Donc, et je crois que beaucoup d'entre nous, on s'inspire des hommes, quoi, finalement. Très intéressant. Parce que c'est eux les créateurs, c'est eux réellement qui font la mode. Quand on regarde bien, c'est eux qui font la mode, c'est eux qui font la haute couture. Donc, finalement, on s'en inspire en tant que femme. Quelle partie de la femme aimes-tu sublimer quand toi, tu décides que tu habilles la femme? Alors, moi, je suis particulièrement fan de corset. Moi, c'est la taille, les hanches, la poitrine. Pour moi, c'est ce qui sublime une femme, quoi. La taille marquée, les hanches un peu ressorties, les un peu pulpeuses au niveau de la poitrine. Le corset, pour moi, c'est la pièce qui met en valeur vraiment, qui sublime la féminité d'une femme. Et à quel moment a débuté ton histoire avec le corset? Alors, j'ai découvert le corset quand j'étais à l'école. J'avais un prof qui était un professeur d'histoire de l'art qui aimait beaucoup le corset, et je crois que c'est depuis là que je me suis intéressée. Donc j'ai cherché à savoir comment étaient faits les corsets d'époque, comment étaient faits les corsets victoriens, etc. Vraiment l'histoire du corset. Et Donc, je crois que c'est à partir de là que ça a commencé. Comment? Donc il y a différents types de corsets. Oui, bien sûr, parce qu'il y a les premiers corsets, ensuite les corsets par exemple des années un peu plus tard. Donc à chaque époque, le corset évolue. Maintenant, on en porte aussi, mais vu que maintenant on aime le confort avant toute chose, ça n'a plus la même forme, mais ça reste quand même un corset. Peut-être moins, où on tombe plus dans les pommes comme avant, mais ça reste le corset. Donc le corset évolue avec le temps. D'accord. C'est une pièce qui évolue avec le temps. Alors justement, tu parles d'évolution dans une industrie telle que la mode où le changement, les saisons et les styles évoluent rapidement. Comment restes-tu inspirée? Je ne suis pas vraiment dans une dynamique où je respecte réellement les saisons, etc. Mais je reste plus dans la dynamique où je suis créative avant tout. Moi, mon but, c'est pas forcément de reproduire des choses qui existent déjà, mais de créer ce que j'ai envie et ce que la personne qui vient me voir attend de moi. Donc, c'est surtout ça. Je ne suis pas vraiment une tendance, une mode. Ça m'intéresse pas tellement parce que j'ai l'impression je ne suis pas conformiste et ça me dérange. Donc, je préfère, selon mon instinct, selon l'envie du moment, selon le coup de cœur, parce que j'ai trouvé un joli tissu qui me plaît, j'ai envie de faire des choses, etc. Mais je ne suis pas vraiment la tendance. Tu viens de mentionner justement les coups de cœur. Que ressens-tu quand tu crées une collection? Qu'est-ce que je ressens? Je dors pas. Je ne pense qu'à ça du matin jusqu'au soir. Que chaque fois je regarde les tissus, je dis bon, lequel je vais couper en premier. Et ça me, comment vous dire, électrique. Je me sens électrique, exactement. On peut me parler, me dire que la terre a tremblé, tout ce qu'on veut. Je suis dans le tissu, c'est celui que je tâte, que celui que j'ai envie de couper, celui pour lequel mon cœur bat vite, comme on dit. Et et donc du coup, voilà. Donc c'est vraiment le coup de cœur. Enfin, je crois qu'avant toute chose, pour pouvoir créer, il faut avoir un coup de cœur. Sinon, la magie n'opère pas. On ne peut pas.
Le coup de cœur, c'est pour le tissu. Enfin, moi, je fonctionne en fonction du tissu. Quand je trouve le tissu, je crée, j'imagine, je dessine le modèle qu'il y a autour. Et puis, voilà. Donc, là, je peux très bien ne pas dormir et faire ça toute la nuit ne pas passer une nuit blanche et être agile le lendemain matin, quoi. Même si je Ah. vais pas dormir. Est-ce que tu crées dans chaque style, à savoir, on a parlé avec Balmain de haute couture, est-ce que tu crées, Mhm. même si ça dépend de tes envies, avec du Mhm. prêt-à-porter, avant-garde, haute couture, et est-ce que tu as une préférence? Oui. Mhm. Alors, je fais un peu de tout, mais ce que je préfère, c'est vraiment la création. C'est-à-dire que j'aime travailler des matières originales, je sais pas, comme le plastique thermoformé. J'ai même fait des choses avec du tapis de gymnastique. J'ai travaillé avec des Tapis de cabarets. Donc, le gymnastique? problème, c'est que oui, le tapis de gymnastique. Donc, parce qu'on a besoin d'une certaine souplesse. Je devais faire des costumes où j'avais besoin de certaines souplesses. Et j'ai trouvé que c'est le tapis de gymnastique qui s'y prêtait le mieux. Et bien entendu, que j'ai habillé, que j'ai peint, etc., j'ai revalorisé. Donc, D'accord. j'aime travailler, enfin, j'aime chercher, en fait. J'aime tester, fouiller, j'aime toutes ces choses-là. Je n'ai pas de préférence, on va dire. Tout ce qui peut être exploitable, je le fais. Quand tu crées une collection, quelles sont les étapes par lesquelles tu passes? Comment tu choisis la thématique? Combien de temps entre Mhm, le défilé? Est-ce que tu peux nous en mhm. dire un peu plus? Alors là, ouais, la thématique, je le choisis en fonction du temps, de ce qui se passe un petit peu dans ce qui se passe, par exemple, dans les actualités, s'il y a un nouveau film qui est sorti, si j'ai fait un voyage que j'ai aimé, si j'ai trouvé de jolis tissus au détour d'une rue, et ça m'a donné une idée. Voilà, donc c'est de là que ça part en réalité. Et une fois alors, je ne fonctionne pas d'abord avec les croquis, je fonctionne d'abord avec les matières. Donc, je choisis un thème, je cherche les matières autour de ce thème. Une fois que j'ai trouvé tout ça, je dessine. Mais bon, entre nous, en réalité, je dessine, mais finalement, quand le tissu est sur le mannequin, ça évolue tout le temps. Ça reste jamais figé. J'ai toujours envie d'améliorer, de transformer, etc. Donc finalement, quand je dessine quelque chose, c'est la base. Et après, le modèle fini a beaucoup évolué par rapport au modèle. En ce qui concerne la préparation d'une collection, alors ça peut aller entre 6 mois, 4 mois, ça dépend de l'inspiration. Ça dépend de mon inspiration. Ça peut aller très vite. Il y a des fois où je peux coudre pendant 15 jours, un mois sans m'arrêter. Et pendant 15 jours, un mois, pareil, j'ai plus envie de regarder le tissu, la machine à coudre, je la supporte plus. Donc, ça dépend. Et combien de modèles en général pour une collection? Bonne question. Alors, à mon échelle, on va dire que j'en fais à peu près une vingtaine, une trentaine. Je D'accord. suis pas à la hauteur d'un défilé haute couture. Donc 20, 30 modèles déjà, ça laisse déjà, ça me laisse le temps, comment vous dire, ça me laisse la place d'exprimer l'idée que j'avais de départ à travers les 25 modèles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand le défilé commence, on a une idée, et quand il finit, qu'on se dise, ah, ça y est, on a compris ce qu'elle a Ah, voulu dire, ce qu'elle a voulu exprimer, etc. Ça me laisse le temps 20 de modèles permet de m'exprimer raconter à vraiment. travers voilà, une D'accord. histoire. Exactement. Exactement. Tu as travaillé en Italie durant 3 ans, puis au sein du comité Oui, France-Rhône-Alpes en tant que styliste et également directrice artistique exactement. du Lion avec le comité aussi avec le comité Miss Marseille Mission. en 2018. Oui, Y a-t-il une exact. vision commune de la femme dans chaque pays où tu as pu justement travailler? Euh, oui, je pense que la vision est commune réellement dans le sens où, alors c'est peut-être un peu faussé parce que chaque élection, chaque comité
à comment vous dire, à sa façon de gérer. Ils gèrent ça comme un projet. Voilà, c'est ça. Ils prennent en compte, bien entendu, tout ce qu'il y a autour de la jeune femme qui se présente, etc. Mais avec des règles, avec une façon de faire, ils n'en sortent pas. C'est au même titre que le comité Miss France, on n'a pas le droit au tatouage, on n'a pas le droit à ceci, etc. On doit avoir des mensurations Spécifique. parfaites ou voilà, spécifiques, exactement. On doit avoir des mensurations spécifiques. Et en fait, on case la femme dans une case, quoi, finalement. Et puis, ça ne laisse pas la place au reste. Donc, la vision est commune parce que il y a une image qu'on attend de la masse, de la Miss. Voilà, il y a un schéma qui est prédestiné à la future Miss. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Et d'ailleurs, honnêtement, c'est pour ça que je m'en suis un petit peu lassée. Justement, tu parles d'un schéma type. Tu as créé la tenue finale lors de la dernière élection de Miss Martinique 2018, où tu as revisité la tenue traditionnelle. Alors, comment tu es arrivée à cette version finale que nous avons vue et en même temps, alors, préserver la tradition et sortir du schéma type? Comment tu as pu concilier les deux? Alors, c'est pareil. Je m'inspire de ce que je vois, de ce que je lis, de ce qui revient beaucoup dans les magazines, par exemple. Et j'ai essayé de concilier exactement la tradition et la modernité, mais le comité Miss Martinique attendait quand même quelque chose de moi d'assez particulier. J'ai essayé de reproduire au mieux ce qu'il voulait. Donc voilà, garder la robe traditionnelle dans le sens le madras, ça reste quand même des robes très imposantes. Alors je l'ai raccourci, je l'ai mise près du corps, je l'ai dépouillée, en fait, je lui ai mis des lacets, bien entendu, parce que je reviens toujours au corset. Donc je lui ai mis des lacets. Fameux corset. Et par-dessus c'est le fameux corset, exactement, parce que j'aime bien les femmes quand elles sont bien gainées, ça je trouve ça absolument magnifique. Et par-dessus, j'ai mis ce long manteau qui me faisait un petit peu penser aux robes de matador de l'époque que j'ai modernisé, que j'ai transformé en manteau. Mais dans l'esprit, quand j'ai fait ça, c'était vraiment cette robe de matador qu'il fallait transformer. Le carnaval approche. Tu as parlé de matières innovantes. Chacune prépare ses propres costumes. As-tu un conseil de celles justement qui préparent à la maison leurs costumes pour être sûre de l'effet wow que tout le monde attend du carnaval? J'ai constaté l'année dernière, donc ça fait pas longtemps que je vis le carnaval réellement, puisque en métropole c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment vécu. Je vis le carnaval que depuis 2 ans et je me suis aperçue quand même qu'il y a quand même certains petits groupes qui s'attellent à faire des choses bien finies, très créatifs, etc. Alors moi, dans l'idée, si j'avais un petit conseil à donner, serait d'essayer d'adapter sa tenue à sa morphologie. De bien observer ses mensurations. Ses mensurations pour que ça tombe très vite dans le vulgaire. J'ai vu de très jolis costumes l'année dernière, mais malheureusement qui étaient vulgaires parce que ce n'était pas adapté à la morphologie. Et ça je trouve que c'est la seule chose qui me dérange entre guillemets. Voilà, on va dire. En même temps, le carnaval, c'est le moment de tout dévoiler. Oui, exactement. C'est le moment de tout dévoiler. Exactement. Mais il y a une façon de dévoiler. On peut dévoiler, c'est sûr. Mais à condition que ce soit bien fait, que ce soit joli, même si c'est le carnaval et qu'entre guillemets c'est un peu la débauche, le bacchanal comme on dit, on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais c'est pas une raison. On peut toujours rester chic, dévoiler mais pas dénuder. C'est différent. Dévoiler mais pas dénuder. Pas dénuder. À quel moment es-tu le plus authentiquement toi? Quand le défilé est terminé, je crois, quand c'est le moment de venir sur scène, quand la pression est redescendue et que je ne suis plus dans le speed et que j'ai tout relâché, et là il y a tout qui sort, quoi, les larmes, la joie, l'émotion, la passion. Et puis il y a des choses et puis finalement c'est à ce moment-là que je me dis ça c'est pas beau, j'aurais peut-être dû faire ça autrement. Il y a plein d'émotions qui passent à ce moment-là et puis finalement je lâche tout et puis je crois que c'est là où je suis vraiment moi, quoi. Aujourd'hui, de quoi es-tu la plus fière? Alors j'ai eu ma boutique pendant 7 ans à Lyon
Je me suis beaucoup battue pour avoir cette boutique et je crois que je suis fière de ça parce que à un moment, c'était pas vraiment dans mes objectifs. Mon objectif était vraiment de travailler dans un bureau de style. Et puis le bouche-à-oreille a fait que j'ai eu beaucoup de clientes et là elles m'ont incité à rouvrir cette boutique Hibiscus Couture qui était à Lyon. Et oui, ça j'étais vraiment fière de ce moment-là, vraiment fière de d'avoir accompli ça toute seule, de m'être battue toute seule pour trouver les locaux, avec toutes les administrations, avec les papiers, etc. C'était un travail de longue haleine. Et quand j'ai fini par ouvrir, alors là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment fière. J'étais contente de moi. Est-ce qu'on aura Vraiment. l'occasion de voir une boutique Hibiscus Couture? C'est pas dit que non. Pourquoi pas? Pour l'instant, ça fait pas très longtemps que je suis en Martinique, donc je prends le temps de prendre mes marques, de me refaire une clientèle qui commence déjà à bien arriver d'ailleurs. Et une fois que tout ça sera bien mis en place, peut-être que je peux envisager l'idée de reprendre Hibiscus Couture, d'ouvrir une boutique Hibiscus Couture. À quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée? Les 60 premières minutes de ma journée. Alors, comment je vais m'habiller aujourd'hui? Le grand dilemme du designer. Le grand dilemme de toutes les filles. Parce que, en fait, je ne suis contre le ça ira comme ça. Ça me déprime profondément. Parce que si j'ai une tenue qui ne me convient pas le matin, je pense que le reste de la journée ne se passe pas très bien. Si j'ai pas les couleurs qui me conviennent le matin, par rapport à mon humeur, à la façon dont je me suis réveillée ou à la façon dont j'ai dormi, le reste de la journée ne se passe pas super bien. Mine de rien, les couleurs ont quand même beaucoup d'influence sur notre humeur, sur notre teint du matin, etc. Donc ça, je prends le temps de choisir, de bien prendre mon café, de bien me réveiller. Et après, c'est pour ça que je me réveille tôt le matin pour avoir le temps de faire tout ça. Alors, je suis pas une grande fan de maquillage, etc. Mais j'aime bien choisir mes vêtements, choisir les bonnes couleurs. C'est important. Et après, une fois que ça c'est fait, je fais mon planning de la journée en me disant, il y a ci, il y a ça, voilà. Et quelles sont les C'est bonnes comme ça que ma couleurs? journée commence bien, avec de bonnes couleurs. Ah bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les bonnes couleurs en fonction de mon humeur. Alors j'aime beaucoup. Alors j'ai constaté que depuis quelques temps, je porte beaucoup de rose. On dit que le rose c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur du calme, c'est la couleur La de la Saint-Valentin sérénité, approche. etc. Voilà, la Saint-Valentin approche, c'est peut-être ça. Ça doit être ça qui fait cette influence-là. Mais bon, la Saint-Valentin, c'est peut-être plus pour le rouge, pour la passion, etc. Alors, voilà. Alors, les bonnes couleurs, c'est ça pour moi, le jaune, pour la gaieté. Alors, ça dépend où je vais. Je mets des fois du blanc si j'ai un rendez-vous avec certaines personnes, parce que le blanc, c'est la fiabilité. Ou le noir. Aussi, pareil, le noir, si j'ai un rendez-vous très important et que j'ai besoin de mener ce rendez-vous, je m'habillerai peut-être en noir. Parce que le noir, c'est la couleur du leadership. Donc, voilà. Ça, c'est à Je me retenir. base Le sur ça un petit peu noir, le matin. c'est la couleur C'est du la couleur du leadership. leadership. Alors, tu as eu des expériences, comme je l'ai dit, en Italie. Tu as travaillé un certain temps avec le comité Miss France. Tu as Oui, collaboré une dernière fois, l'année dernière, avec Miss Martinique. Y a-t-il encore une oui. chose que tu as peur d'essayer? Que j'ai peur d'essayer? Non. Non, j'ai pas peur. Non, c'est juste la manière, peut-être, d'essayer les choses, mais la peur, non. Ça, c'est pas dans ma nature d'avoir peur d'essayer quelque chose, sinon on n'avance pas. On se réveille pas le matin, on ne se bat pas le matin. Non, on peut pas avoir peur d'essayer quelque chose. On peut prendre le temps pour pouvoir choisir la bonne méthode, pouvoir attaquer vraiment un projet ou quelque chose de grande amplitude. Mais sinon, non, peur d'essayer, non. Absolument pas, non, c'est pas intéressant si on a peur. Justement, c'est ça, c'est la difficulté qui fait que on a envie de relever des challenges. Mais non, peur, non, du tout, absolument pas. Alors, quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 25 ans? Lâche-toi, lâche-toi, Où tu étais quand tu avais lâche-toi. 25 ans? Où j'étais quand j'avais 25 ans? Oh, j'habitais Cheville-la-Rue.
Et En France? je travaillais dans une société d'informatique. Et un jour, au bout de 3 ans dans cette société, je me suis dit, Sandra, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible que tu sois là, c'est pas ce pourquoi tu étais destinée, sors de là. Et là, je me suis dit, il faut que me remette en selle. Donc, j'avais déjà plus de 2 ans de présence dans l'entreprise et j'ai demandé à partir en FONGECIF, en congé individuel de formation. J'ai repris une année de formation en couture parce que c'est là où j'avais un peu plus de lacunes en sortant de l'école. Et la chance que j'ai eu une première d'atelier qui était dans une grande maison de couture, qui était devenue professeure dans l'école où j'étais, ou dans le centre de formation où j'étais. Et Quelle j'ai eu maison? beaucoup de chance je crois que c'était, je me rappelle plus exactement si c'était l'an 20 ou je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. Je ne m'en souviens plus, à vrai dire. Et j'ai su profiter de toute l'expérience de cette personne pendant toute cette année-là. Et j'ai vraiment regretté que ce soit terminé, j'ai pas vu l'année passer en fait. Et voilà. Donc si j'avais un conseil à donner à la jeune femme que j'étais quand j'avais 25 ans, c'est fonce et puis ne perds pas ton temps. Voilà. J'ai perdu du temps sur des petites choses qui peut-être que s'il fallait recommencer, je les ferais pas, mais j'ai perdu du temps sur pas mal de petites choses. Voilà, j'aurais dit fonce et ne perds pas tout. Quel message veux-tu transmettre à travers tes collections? Un message, je ne sais pas si vraiment il y a un message. J'ai envie plutôt ou peut-être que oui, c'est plutôt un état d'esprit, qu'on comprenne la personne que je suis. J'aime la sensualité, la féminité, la douceur. Donc c'est ça, j'ai envie quand on voit un de mes vêtements, sans qu'on regarde l'étiquette, on se dit tiens, ça c'est Sandra qui a fait ça. Vous voyez, c'est ça, c'est que j'ai envie à travers un tissu, à travers un vêtement, à travers un style, qu'on me reconnaisse. Comme tous les grands couturiers d'ailleurs, quand on voit, je sais pas, une tenue Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent, etc., on sait faire la différence entre tous. Et c'est ça pour moi, Mais pour moi, avec le c'est ça le corset, but réellement. tu mets ton empreinte. Voilà. Oui, bien sûr, avec mon corset, bien sûr que je mets mon empreinte. Bien entendu, on reconnaît mon travail. Si, si. Dernière question. Est-ce que tu enseignes et transmets ton savoir? Depuis peu, j'ai commencé à donner des cours dans un centre de formation comme conseillère en images, pas comme relookeuse, parce qu'il y a quand même une différence entre la relookeuse et la conseillère en images. Et voilà, j'ai commencé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc j'espère pouvoir renouveler assez régulièrement l'expérience et ainsi partager tout ce que j'ai appris, transmettre tout ce que j'ai appris. Nous arrivons à la fin de cette interview et nous abordons les questions brûlantes. Donc, il faudra répondre ce qui te passe par la tête sans réfléchir. Avec quelle Ok. femme échangerais-tu de place durant une journée et pourquoi? Michelle Obama, parce que j'ai envie de connaître son mari. J'ai envie de savoir la personne qui a derrière son mari. Maître Barack Obama. Barack Obama, Monsieur Obama, voilà, c'est ça. C'est pour cette raison-là. Deuxième question. Tu es écrivaine et tu écris un livre sur les femmes et le succès. Quel en serait le titre? Ce serait Vivez passionnément. Vivez passionnément, ouais, je crois que c'est ça. Parce que je crois que le succès vient de sa passion. Donc j'aurais dit vivez passionnément. Est-ce qu'il y a une citation qui guide ta vie? Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Je crois que c'est une question d'éducation. Et pour terminer, quelles sont les applications que tu utilises tous les jours? Alors, j'utilise beaucoup Insta. Je regarde beaucoup Insta parce que il y a quand même pas mal de pages très intéressantes sur sur tout ce qui se passe, sur les blogueuses, sur tout ça. Après, le problème c'est que quand on commence à passer beaucoup de temps sur les applications, on y reste. Donc j'évite plus ou moins. Donc à part Instagram de temps en temps où je check ce qui se passe, non, pas vraiment. D'accord, donc Il Instagram, n'y a pas vraiment d'application. Je passe. Voilà. Ça reste. Voilà. Ben merci Sandra beaucoup pour
pour ce voyage à travers le corset et la mode. Comment les pris de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Sur Instagram, voilà, tout simplement, Hibiscus Couture. Et je réponds à toutes les questions. Je reste très ouverte ou j'enverrai mes coordonnées par message privé. Instagram, Hibiscus Couture. Merci beaucoup, Sandra, et on se dit à bientôt. Mais avec plaisir. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.